te rappelles Mighty Max? Ça t'a pas suffi de faire une série d'horreur pour Noël, il faut aussi que tu en fasses une pour l'épiphanie. Les rois mages, ça peut avoir quelque chose de terrifiant. Il est pas là, Jésus, quoi? Il n'est pas encore né. Oh, dommage. Parce que nous, on adore les enfants, quoi. Et on avait les beaux cadeaux, quoi. C'est nos zizi. Ah, Gaspard, dis pas tout. Sérieux, c'est ça ta justification? Tu enchaînes 2 séries d'horreur juste parce que tu as vu un vague rapport entre des faits qui n'ont rien à voir avec l'horreur et l'horreur? Y a pas une autre raison? Ah, mystère. Et puis tu sais bien qu'on trouve souvent le mystère au service de l'horreur. Mais ça, ce sera plutôt pour le mois prochain. Ah, j'en étais sûre. Bon, tu te rappelles Mighty Max, oui ou non? Tu veux dire la série dont je viens de dire que c'était une série d'horreur? Non, jamais entendu parler. Bien sûr que je me rappelle Mighty Max. Cette série était d'abord destinée à vendre les jouets Mighty Max. Une version terrifiante des Polly Pocket où chaque boîte était une tête de monstre qui, en s'ouvrant, révélait un décor désolé dans lequel un petit garçon blond à t-shirt blanc et casquette rouge, Max, se trouvait sans défense face à des créatures monstrueuses. Ces jouets n'avaient même pas besoin de pub, ils étaient géniaux. Il y en avait des gros, des moyens, des petits. C'est-à-dire qu'il y en avait pour tous les goûts. Et puis il n'y avait pas besoin d'une série animée pour imaginer tout un univers autour de ces jouets. À la limite, ils se suffisent à eux-mêmes, et si j'avais su à l'époque, j'aurais été surpris qu'ils aient fait une série animée. Ce qui est surprenant surtout, c'est que là où les jouets sont assez indépendants les uns des autres, la série, elle, a une intrigue suivie. Plus exactement, les épisodes individuels, qui sont tous un peu construits de la même façon, ont un certain degré d'indépendance et racontent une histoire qui pourra être centrée ou non sur le lieu ou le monstre d'un des jouets. Mais l'émission du héros s'inscrivent dans un cadre général qui est celui de l'intrigue principale, qui avancera occasionnellement pour se conclure au dernier épisode, comme dans Code Lyoko. On voit tout de suite ce qui rapproche cette série de Creepshow et ce qui l'en distingue. Ce qui l'en rapproche. Les épisodes qui racontent des histoires individuelles avec un monstre toujours différent, ou presque, dans une ambiance horreur-aventure avec les codes typiques de l'horreur et un dessin étudié pour, sans doute hérité des comics d'horreur, avec des traits épais et des ombres qui le rendent fascinant et inquiétant. Et des cartons-titres à couper le souffle. Encore plus que dans Creepshow où tous les épisodes n'avaient pas de carton-titre. Ce qui l'en distingue. L'intrigue et les personnages récurrents. Mighty Max n'est pas un feuilleton, mais d'une part, c'est plus facile de s'investir émotionnellement dans une série dont on retrouve les mêmes personnages attachants d'un épisode sur l'autre, et d'autre part, c'est plus stimulant d'anticiper un dénouement que de simplement profiter de petites historiettes dont on n'attend rien de particulier. D'après ce qu'on a dit la dernière fois, le fait d'avoir une intrigue suivie fait que, contrairement à Creepshow, la série court le risque de se gâcher elle-même, et vous savez à quel point nous sommes sensibles à ça. Les épisodes de Mighty Max peuvent être très inégaux, allant du très bon au plaisant, du plaisant au correct et du correct au carrément faiblard. Mais Mighty Max a eu la maestria de ne pas tomber dans les pièges qui pourraient la gâcher, les bons épisodes restant les plus nombreux et les moins bons ne retirant rien à l'expérience du visionnage des autres, et le génie de trouver une fin dont il est difficile d'être pleinement satisfait, mais dont il est impossible d'être complètement insatisfait. Tu sais, en général, avant de parler de la fin, on parle du début. Donc, l'intrigue. Désignée par le destin pour être Kalikinaka ou Lina, ce qui se traduit grossièrement par Mighty Max, le jeune Max, qui vit seul avec sa mère archéologue, reçoit du dernier de l'ancien peuple des Lémuriens la casquette cosmique qui permet d'ouvrir des portails transdimensionnels. Oui, c'est une casquette rouge vive qui date de l'Antiquité, voire de la préhistoire. On trouve la même dans les boutiques en Turquie. Passons. Ces portails conduisent à d'autres endroits de l'univers auxquels on peut accéder à l'ancienne, mais d'une part, la connaissance de ces portails procure un avantage considérable dans la lutte contre le mal, et en plus, la casquette et son porteur sont reconnus par toutes les forces mystiques de l'univers comme étant dignes d'attention particulière. Autrement dit, être Mighty Max, c'est d'abord un chapeau ridicule, mais c'est surtout un grand pouvoir et de grandes responsabilités. C'est bien pour ça que le destin a désigné un gamin pour remplir cette fonction. Bon, évidemment que cette décision de faire du héros un gamin est motivée par les jouets et par le public cible. Mais cette série a trouvé toutes les façons possibles de tirer le meilleur parti de ce choix. Et en fait, on pourrait dire que l'usage qui est fait de ce choix initial de faire du héros un enfant est un peu le même que dans Avatar le dernier maître de l'air. Kalikinaka Uina... Tu sais, il est appelé comme ça que dans un seul épisode. Le reste du temps, on l'appelle seulement Mighty Max ou porteur de la casquette cosmique. Faut pas faire semblant que c'est réellement le terme consacré pour le désigner. Peut-être, mais le méchant l'appelle comme ça au cours de l'épisode et je trouve que ça fait nettement plus classe que Mighty Max. Kalikinaka ou Lina. Bref, comme Aang dans Avatar, Kalikinaka Uina, ou Mighty Max, est un enfant mais est aussi un symbole de force et de sagesse. Sauf que dans Avatar, Aang a réellement été élevé pour devenir sage et puissant. Max pas du tout. Du coup, la dissonance entre sa vraie personnalité et le rôle que lui octroie le destin est utilisée comme un gag. Le monde est encore en danger? Oui, mais à part ça, quoi de neuf? C'est ce qui frappe en premier lorsqu'il rencontre celui qui lui a envoyé la casquette. Et c'est un poulet. C'est un volatile. Il insiste beaucoup là-dessus. Je suis un volatile, pas un poulet. Je ne suis pas un poulet, mais un volatile.
Je ne suis pas un poulet, je suis un volatile. N'empêche que tout le monde trouve qu'il ressemble à un poulet. Virgile est un vieux sage très érudit qui jouera le rôle de mentor auprès de Mighty Max afin que celui-ci puisse mener sa quête à bien. Pour l'assister, et pour assister Mighty Max, un gros monsieur l'accompagne partout. C'est Norman. Oui, Norman. Il est immortel et incroyablement vieux. Il est pratiquement invincible, mais il vénère Mighty Max à qui il est dévoué corps et âme. Faites-lui confiance, il sait, son nom est Mighty Max. Bah oui, bien sûr, je comprends très bien. C'est ça le gag, il est super balèze, mais il estime ne pas arriver à la cheville de Max, dont il prend la moindre vanne comme parole d'évangile. Et Max vanne énormément. L'humour de la série est proche de celui de Code Lyoko en ce sens qu'il est basé sur la réplique qui tue. Oh, quelque chose me dit que je ne suis pas dans le Kansas. Par contre, la différence, c'est que Max est quasiment le seul à vanner. D'ailleurs, quand c'est vraiment trop mauvais, les autres personnages le lui disent. Comme dit Anubis au momie, enveloppé, c'est pesé. Oh, j'espère que tu n'attends pas de félicitations. Norman participe beaucoup à l'humour aussi, à travers des idiosyncrasies qu'on ne remarque qu'au bout d'un moment mais qui sont en fait visibles tout au long de la série. Lorsque quelque chose d'anormalement gros se présente à lui, il en fera la remarque. Ça, c'est un très grand dinosaure. C'est une énorme petite bête. C'est vraiment une énorme araignée. C'était un énorme coup sur ma tête. Et pour manifester son dédain pour un danger quelconque, il fera des affirmations comme Je mange des extraterrestres au petit déjeuner. Je mange des pieuvres géantes au petit déjeuner. Je mange des sauvages au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Je mange des mutants. Non, j'ai pas faim. Mais on s'égare. Mighty Max n'a pas été désigné par le destin juste pour être un super-héros, il a une mission bien particulière. C'est quoi? C'est tout con. Il doit vaincre Skelophéros. C'est plus facile à dire qu'à faire, le prédécesseur de Mighty Max n'y a pas réussi. Il a seulement réussi à l'enfermer au centre de la Terre au prix de sa vie. Skelophéros, prisonnier du centre de la Terre dont il a usurpé le trône, ça a du sens dans le contexte, et où il a construit son centre d'opération, la montagne féroce, cherche à regagner la surface. Deux méthodes pour ça. Creuser. Il essaye, mais c'est long et chiant. Et récupérer la casquette cosmique qui lui permettrait d'ouvrir un portail vers la surface. Pour ça, il envoie une horde de monstres contre Max. Son objectif une fois libre? Tenter de conquérir le monde. Pas tout à fait. Allez, on peut vous le dire. C'est une révélation tardive mais qu'on peut spoiler sans que ça affecte le visionnage. Son but est de remonter le temps pour avoir toujours été le maître du monde, c'est-à-dire pour avoir toujours été un dieu, le dieu de l'humanité auquel on songe même pas à désobéir. C'est radical, on fait pas beaucoup plus ultime comme ambition pour un méchant. Et c'est utile à préciser car ça montre que Skelophéros est un méchant beaucoup plus menaçant qu'il en a l'air. Et même les plus grands héros de l'humanité n'ont pas réussi à le vaincre. Et Max devra l'affronter. Il a le temps. Virgile compte prodiguer à Max un enseignement digne de ce nom avant qu'il n'affronte Skelophéros, à travers de petites missions contre des monstres de moindre envergure. Car non, la série n'a quand même pas la naïveté de présenter comme parfaitement normal le fait que l'élu soit un enfant. Max pourrait très bien attendre de devenir grand et fort comme son prédécesseur pour affronter Skelophéros. Mais il pourrait aussi décider d'y aller tout de suite. Car le portail conduisant à la montagne féroce se trouve chez lui. Les portails sont à des endroits fixes. Ils s'ouvrent automatiquement quand la casquette est à proximité et conduisent à un endroit bien déterminé. C'est en fait un réseau de portails qui permet d'aller partout en une ou plusieurs étapes à condition de savoir où ils se trouvent et où ils conduisent. Max n'en a pas la science infuse, ça fait partie des choses qu'il doit apprendre au cours de la série. Par contre, il en a une bonne mémoire et il n'oublie jamais l'emplacement des portails qu'il a déjà empruntés. Cependant, personne, pas même Virgile, ne connaît l'emplacement d'absolument tous les portails. En tout cas, celui qui conduit au centre de la Terre se trouve chez Max. Comme dans Morrowind où on peut aller au Mont Écarlate affronter Dagotur n'importe quand, Max peut choisir d'aller affronter Skelophéros à n'importe quel moment. Rien de plus simple. Le problème, c'est d'être prêt. Et contre Skelophéros, personne ne l'a jamais été. C'est totalement une histoire de destin. Max sait qu'il devra affronter Skelophéros, ça ne fait pas un pli. Il a reçu la casquette, une horde de zombies à la solde de Skelophéros le poursuivra toute sa vie ou toute la vie de Skelophéros pour la lui prendre, et la porte du château de Skelophéros se trouve chez lui. Par la force des choses, il va évidemment tenter la confrontation dès le premier épisode. Il s'en sort excessivement bien face à Skelophéros, mais en ressort à la fois terrifié et bien décidé à refuser son destin. Il apprendra à accepter ce destin d'être Mighty Max au fil de la saison 1, mais il garde quand même en tête que plus vite il se décidera à aller affronter Skelophéros, plus vite il sera tranquille. C'est un thème très important de la saison 1. La rupture entre les deux saisons est essentiellement une rupture scénaristique, et encore la vraie rupture a lieu au début de la saison 2, pas à la fin de la saison 1. La fin de la saison 1, c'est plutôt une fin de saison 1 façon Papyrus. L'enjeu dont on parlait depuis plusieurs épisodes est atteint, mais pas complètement. Le méchant n'est pas mort et peut encore servir, on peut s'arrêter là, on peut continuer. Et là, la série a continué. La structure reste la même que dans la saison 1. Une majorité d'épisodes plutôt indépendants avec un monstre du jour qui peut être réutilisé dans un ou deux autres épisodes mais pas plus, et une minorité d'épisodes avec Skelophéros qui font avancer l'intrigue principale. Les épisodes de Skelophéros ne sont pas forcément meilleurs que ceux avec des monstres du jour, mais ils sont moins prévisibles car autant le monstre du jour perd toujours contre Max, Virgile et Norman, autant Skelophéros peut gagner.
Et en fait, c'est le cas la plupart du temps. Une première chose qu'il y a à dire, c'est que la série n'est pas frileuse pour ce qui est de mettre en scène la mort de personnages. La première victime du monstre du jour est réellement tuée par lui, et Skeloféros tue lui aussi occasionnellement, même s'il préfère transformer les gens en monstres pour les réduire en esclavage en les forçant à boire du sang. Ce sont les épisodes de Monstres du jour qui empruntent le plus à l'esthétique d'horreur qu'il y a déjà dans les contes de la crypte. En particulier dans les épisodes où il y a un mystère autour du monstre. Étant donné le pouvoir de Max, les intrigues peuvent avoir lieu dans n'importe quelle région du monde, y compris dans l'espace, et du coup c'est un peu comme dans Cryptshow. Les intrigues se déroulent dans des lieux totalement indépendants les uns des autres et mettent en scène des personnages secondaires inédits et exclusifs à l'épisode. Les lieux visités dans Mighty Max sont même plus divers que dans Cryptshow, car malgré l'indépendance des scénarios, les épisodes avaient tendance à se dérouler dans le quartier pavillonnaire américain typique. Mighty Max ne semble pas avoir de décor préférentiel, mais a le lion dont l'absence peut rebuter dans Cryptshow. Des personnages principaux récurrents, Max, Norman et Virgile, ainsi parfois que certains camarades de classe de Max comme Béa, et surtout une raison donnée aux spectateurs, tardivement mais quand même, de s'intéresser aux monstres du jour. Cette raison est la même que dans le Hobbit avec Smaug et Sauron. Si la menace de Skeloféros devait se concrétiser, tous ces petits monstres se rallieraient à sa cause. Les neutraliser de manière préventive est donc assez important et rentre tout à fait dans le cadre de la mission de Mighty Max. Comme dans Highlander, la backstory est distillée au fil des épisodes, que ce soit des épisodes de Skeloféros ou des épisodes de Monstres du jour, mais comme elle fait l'objet d'assez peu de flashbacks et de beaucoup d'insinuations dans les dialogues, elle est très lacunaire et frustrera le spectateur qui en attend davantage. Au cours de la série, on nous parle beaucoup des Lémuriens comme d'un peuple très avancé sur le plan scientifique et philosophique, mais on ne les verra jamais. On sait seulement que Skeloféros les a bien connus et que Virgile en est un. Plus exactement, il y a 2 remarques en passant au cours de la série précisant que Virgile est un Lémurien. On sait également, toujours par le biais de remarques en passant, que Skeloféros fut autrefois l'apprenti de Virgile. Il est même suggéré que c'est de cet apprentissage qu'il tient son immense pouvoir, et le dialogue entre Virgile et Skeloféros à ce sujet, tout court qu'il soit, est assez intéressant, mais il donne vraiment très peu de précision. Skeloféros est-il un Mighty Max déchu, comme Black Adam est un Captain Marvel déchu? En tout cas, il a le bon tour de tête pour porter la casquette. On sait aussi que Skeloféros a choisi le mal à l'issue d'une réflexion philosophique, mais on ne sait rien des circonstances qui l'ont conduit à passer du côté obscur. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien sur lui. On sait qu'après être passé du côté obscur, il a manipulé tout un peuple, celui de l'Atlantide, pour le soumettre à sa volonté. Qu'ensuite il a tenté de mettre son plan de conquête rétrospective du monde à exécution, et que le Mighty Max de l'époque a dû se sacrifier pour l'arrêter. Si on n'avait pas attiré notre attention sur le fait qu'il y a d'autres choses à savoir sur lui, on serait complètement satisfait. Mais là, on sait que le méchant a une origin story, on la connaît dans les grandes lignes, mais pas dans les détails. C'est un peu frustrant. Pareil pour Norman, on lui connaît 2 origin stories qui, comme pour Mr. Mask, ne sont pas forcément incompatibles entre elles, mais qui sont plus difficiles à situer l'une par rapport à l'autre vu que Norman est immortel et a beaucoup voyagé au cours de sa vie. À ce sujet, on sait comment Norman conserve son immortalité, mais on ne sait ni comment ni pourquoi il est devenu immortel. On sait qu'il a été plusieurs personnages légendaires au cours de l'histoire, comme Hercule, Thor ou Lancelot. Comment t'appelles-tu maintenant? Est-ce Lancelot ou bien encore Petit Jean? On m'appelle Norman. Ce qui signifierait que le roi Arthur était un Mighty Max. Et les éléments de backstory qu'on lui connaît expliquent à la fois son rapport à la force, à la violence, à Mighty Max et son arachnophobie. Mais on ne sait pas s'il est un homme préhistorique ou un viking, juste qu'il a vécu son enfance en Amérique en étant manifestement pas amérindien. Ça concorderait avec l'idée que c'est un viking, mais pas avec le fait qu'il a été Hercule, ni avec la datation des armes qu'il a possédées. Bon, d'un autre côté, ce monde n'est pas le nôtre, il a connu la civilisation lémurienne. Bref, des bizarreries, mais trop peu de détails pour affirmer que c'est incohérent, et des flashbacks suffisamment chargés émotionnellement pour qu'on apprécie quand même les épisodes en question. Bizarrerie, c'est le mot qu'on pourrait employer pour désigner beaucoup de choses dans la série, parfois dans le bon sens du terme, parfois dans le mauvais. C'est l'avers et le revers d'une même médaille qui est celle de l'originalité. La série cherche à être originale. D'une certaine manière, c'est bien normal, il faut être à la hauteur des jouets qui sont déjà très inventifs. D'un autre côté, la façon dont la série choisit d'être originale n'est pas toujours la plus évidente pour une série basée sur des jouets. C'est une série mature. Pas autant que Gargoyles, mais assez pour que ça se remarque. D'une part parce qu'elle nous offre des passages étonnamment cérébraux pour une histoire de monstres colorés, de casquettes cosmiques et de volatiles géants. D'autre part parce qu'elle se refuse peu de choses. Sous ces airs de séries d'horreur édulcorées à la Cryptshow, ou de séries d'aventures édulcorées à la l'histoire sans fin, Mighty Max, on l'a dit, ne s'interdit pas les morts à l'écran ni la mort hors cadre. Et quand un personnage a vu la mort, il ne fait pas comme s'il n'avait rien vu. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Il vaut mieux que tu ne vois pas cela, Mighty Max. Bon, je sais ce que c'est. J'ai déjà vu plein de films d'horreur. Non, Mighty Max, on n'est pas au cinéma. Là, c'est la réalité. Et la vraie violence entraîne de vraies conséquences. La maturité de la série tient au fait que ces scènes, disons violentes à défaut d'un autre mot, sont là pour servir le propos, pas juste pour choquer. Ce que la série ne se refuse jamais non plus, ce sont les scénarios et dialogues incompréhensibles par les enfants, même ceux de l'époque, puisque la série est sortie en 1993. Vous n'êtes pas Jimmy ou Timmy ou même Cubby, n'est-ce pas?
Ivan. On a même 2-3 répliques assez satiriques pour qu'on les considère destinées à la babysitter qui regarde par-dessus l'épaule des enfants. Vous êtes complètement fous. Les pauvres sont fous, les riches sont seulement excentriques. Tu es sûr que la scène n'édulcore rien? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle se refusait peu de choses. Ce peu de choses, c'est... Bon, vous connaissez l'histoire d'Osiris, le dieu égyptien. Seth l'a découpé en morceaux, Isis l'a recollé, mais comme une certaine partie de son anatomie a été avalée par un poisson et n'a pas pu être retrouvée, Osiris manque toujours un peu de vitalité, et c'est pourquoi il règne sur le monde des morts plutôt que sur celui des vivants. Cette partie manquante, c'est bien évidemment... Sa main. Oui, tout à fait. Et on apprend dans Mighty Max qu'il était bien pourvu de ce point de vue-là. Ça, c'est une grosse main. Voilà. Ce qui est original aussi, ce sont les personnages. Il y a évidemment les monstres qui ont parfois un super concept, mais il y a surtout les 3 personnages principaux et les quelques personnages secondaires récurrents. D'abord Max. Ouais, effectivement, c'est un gamin. Mais il est pas comme on pourrait l'imaginer. Certaines séries choisissent de faire un héros enfant très solennel qui ne prend la situation avec la légèreté d'un enfant que lorsque ça ne comporte aucun risque. D'autres choisissent, au moins au début, de faire un héros enfant très enfantin qui ressemble vraiment à un vrai enfant, qu'on montre avoir le potentiel d'un héros mais les limitations d'un enfant. D'autres encore choisissent de faire des genres de sales gosses dont le côté casse-pied, égocentrique et énergique peut être tantôt la source du problème, tantôt la solution, mais qui donne parfois l'impression de glorifier le sale gosse pour flatter le spectateur enfant en lui montrant comme c'est chouette d'être un sale gosse avec des super pouvoirs. De prime abord, on a toutes les raisons de penser que Max sera plutôt comme Ben 10. Et en fait, non. Est-il comme Hank, comme Steven, comme Tim Drake, comme Fifi, comme Tabaluga? Non, il est plutôt au milieu de tout ça. On pourrait lui trouver des similitudes et des différences avec tous les héros enfants de dessins animés. La différence fondamentale, c'est peut-être que là où l'immaturité des enfants héros est généralement ce qui les incite à faire un usage abusif de leur pouvoir, celle de Max se manifeste surtout par sa peur d'affronter Skelophéros et son refus d'accepter son destin. Et le pousse à prendre de mauvaises décisions parce qu'il n'arrive pas à trouver en lui le courage et la patience d'être poursuivi par des monstres pendant des années en attendant d'être assez fort pour vaincre Skelophéros. En quoi c'est original? Eh bien, dans un épisode, un gamin se présente au héros comme étant le véritable Mighty Max, Max n'ayant été désigné qu'à tort. Généralement, dans ces cas-là, il y a au moins une once de jalousie même chez les héros les plus sages. Max, lui, n'est que trop heureux de laisser à quelqu'un d'autre la tâche d'affronter Skelophéros. Comme Batman, sa vie rêvée est celle où il échappe à son destin, mais où quelqu'un d'autre se charge de l'accomplir. C'est ça prouve qu'il n'est pas accro au super-héroïsme. Mais dans la série, c'est d'abord dû à son immaturité. Du moins à son désir de rester enfant encore un peu. Ce même désir qui a valu à Mabel Pines de compromettre le monde entier. Évidemment, Max n'est pas Mabel Pines. La peur qu'il a vis-à-vis de ses responsabilités n'est pas déshonorante au vu des responsabilités en question. Il n'écoutera jamais au point de vendre le monde pour que l'été dure plus longtemps. Mais il voudra quand même que l'été dure plus longtemps et le fera savoir. Quoi qu'il en soit, cette immaturité aura des conséquences positives comme négatives. Mais indépendamment de ça, Max est aussi compétent comme héros qu'on pourrait le souhaiter. Certes, il est très blagueur, les dialoguistes lui ont donné le même mélange de décontraction et de fausse autosatisfaction qu'à Spider-Man. Et Christophe Lemoine n'a pas négligé de lui donner un ricanement énervant de sale gosse. Ainsi que ça. Mais il fait preuve d'un grand sens des responsabilités, sans doute dû à sa rencontre prématurée avec Skelophéros qui lui a vraiment fait de l'effet, un sens des responsabilités que lui reconnaît sa mère, qui est peut-être la mère la plus cool d'enfant super-héros jamais écrite. Évidemment, ça l'inquiète que Max parcourt le monde pour se battre contre des monstres. Mais elle a bien compris que c'était comme ça et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser faire. Elle lui fait confiance par nécessité et puis elle doit se dire que Virgil et Norman seront là pour l'aider si les choses devaient mal tourner. Max mérite cette confiance, de par son attitude responsable, mais aussi de par ses compétences sur le terrain. Il est athlétique, il a une bonne mémoire, et il est incroyablement calé en matière de machines et plus particulièrement de véhicules, que ce soit d'un point de vue théorique ou pratique. Il est rusé également et il n'hésite pas à être déloyal avec le méchant pour le vaincre, mais rien, pas même les incitations de Virgile et pas même sa peur de Skelophéros ne le forcera à renoncer à son éthique pour remporter la victoire. Globalement, tout ça peut se résumer d'une façon. Il sait toujours quelle est la meilleure chose à faire en toutes circonstances, et ça peut être considéré comme son super pouvoir de super-héros. En tout cas, comme le don qui lui vaut d'être élu par le destin pour être Mighty Max. De fait, même s'il ne gagne pas toujours, et même s'il ne sauve pas toujours tout le monde, il a quelques exploits notables à son actif, tels que, notamment, la résurrection complète d'Osiris. Oui, en vrai, vous savez, en lui rendant... Ça va. Oui. Il fait pas tout ça tout seul. Il a Virgil et Norman pour l'aider. On pourrait se demander pourquoi la sagesse de Virgil et la force de Norman ne suffisent pas à remplir les missions. Eh bien, c'est parce qu'elles nécessitent souvent la casquette cosmique elle-même. Mais c'est Virgil qui connaît le mieux l'emplacement des portails, grâce à un parchemin qu'il possède et qui se met à jour au gré des circonstances grâce aux mathématiques lémuriennes. Pour ce qu'on en voit, ce sont réellement des maths. Cette science prodigieuse permet, sans machine, juste avec des calculs posés ou mentaux, de connaître le présent et l'avenir. Combien de gens habitent maintenant à Calcutta? 9 982 732. 33. Excusez-moi. D'accord. Eh bien,
Et c'est combien de doigts cachés dans mon dos? 3. Elle permet également à Virgile de manipuler la réalité, essentiellement pour envoyer des messages à Max pendant qu'il est chez lui, à l'école ou en vacances, et lui indiquer l'emplacement d'un portail qu'il doit prendre pour la mission du jour. Il vit avec Norman dans une grotte en Mongolie, qui ressemble un peu au laboratoire du mage dans le jeu Sacré Dragon. Il joue le rôle du sage. Pas du sage infaillible, car il lui arrive de donner de mauvais conseils et de reconnaître après coup que Max a bien fait de pas les suivre, mais du sage qui rappelle les vérités qui dérangent. Ça, combiné à son aspect peu avenant et au fait qu'il est doublé par Tony Jay en VO, peut donner l'impression qu'il est en fait un genre de cynique comme Kreia dans Knights of the Old Republic 2. Mais pas du tout. Il est résigné à ce que tout ne finisse pas toujours bien, mais il tient beaucoup à Max et fera tout pour lui éviter d'avoir à se sacrifier comme son prédécesseur. Lorsqu'il entreverra une solution qui pourrait permettre à Max d'accomplir son destin sans se donner trop de mal, il la lui donnera, même si ça implique de sacrifier sa propre vie. Je dirais même plus, même si ça implique de sacrifier sa propre vie pour tenter de détruire la casquette, qu'il sait indestructible. Des fois que, il a renoncé à apprendre à voler pour apprendre à lire. Tout comme le Miaouz de la Team Rocket dans Pokémon a renoncé à apprendre certaines attaques utiles pour apprendre à parler. Virgile est plus un érudit qu'un philosophe, mais le côté cérébral de la série passe en grande partie par ses proverbes. La légende construit beaucoup de fiction autour d'un peu de vérité. En outre, il affectionne le langage en poulet, en poulet. En poulet, parce que c'est un poulet. ce qui a donné du fil à retordre aux traducteurs qui se sont parfois emmêlés les pinceaux. Sans doute que la bonté ne peut être chassée, ce qu'est le féroce. Sans doute qu'un homme doit accepter la méchanceté contre son gré. Il voulait dire de son plein gré, c'est ce qu'il dit en VO. Et c'est une façon exagérément complexe de dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir méchant même par magie. Sur Norman, il y a sans doute moins de choses à dire et on en a déjà dit une bonne partie. Il a 2 origin stories, il est immortel, il est dévoué à sa mission, il est très fort, il a été plusieurs héros légendaires dans sa vie. Et il est arachnophobe. L'équipe formée par Max, Virgile et Norman fonctionne un peu de la même façon que l'équipe formée par Guizdo et Lianshu dans Chasseur de Dragons. Mis à part que Max, Virgile et Norman rencontrent davantage de succès dans leur mission, et que les attributs de Guizdo et Lianshu sont répartis en 3 personnages et pas en 2. Virgile a la sagesse des anciens de Lianshu et la, disons, maîtrise de l'écrit de Guizdo. Max a le côté commercial et la ruse de Guizdo. Norman a ce qui reste, c'est-à-dire la force et le courage de Lianshu et une certaine intelligence des situations. Il a des difficultés pour tout ce qui demande un peu d'abstraction et paraîtra donc souvent un peu bonnet. Mais contrairement à Lianshu, ce n'est pas un gentil géant. Physiquement, il est beaucoup plus anguleux et a un air beaucoup plus sévère, et le fait d'avoir la même voix colérique dans Blake et Mortimer lui donne l'air peu avenant. Il ne recherche pas la bagarre, mais l'apprécie quand elle survient, ses 2 origin stories lui ayant appris qu'il faut être prêt pour la violence, mais qu'il ne faut pas la rechercher. En ce sens, c'est le personnage classique du fort qui a la sagesse nécessaire pour n'utiliser sa force qu'à bon escient, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est original, c'est que son tempérament austère sert d'abord et avant tout pour le gag. Tu n'as pas arrêté de réclamer ton épée, et maintenant que tu l'as, tu ne t'en sers pas. Pourquoi est-ce que tu la voulais absolument, alors? Parce que je l'aime. Le panorama des personnages ne serait pas complet sans parler de l'entourage de Max dans sa vie quotidienne. On a déjà parlé de sa mère, Max n'évoque jamais son père, mais évoque beaucoup ses nombreuses tantes, même si on n'en rencontre qu'une seule dans la série. À part ça, il a divers camarades de classe, les plus récurrents étant Béa et Félix. Béa accompagne parfois Max sur le terrain, et prend le super-héroïsme de Max et la dangerosité des situations avec la même légèreté que la mère de Max, ce qui peut surprendre. Elle est un peu intello et reprendra Max sur des détails de vocabulaire qui ne passent pas à la traduction. On aurait dit une espèce d'insecte robotisé. Apparemment, elle s'appelle Béatrice, mais n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Bienvenue, Béatrice. Je vous remercie, Virgilius. Mais du coup, on saura pas si Virgile s'appelle réellement Virgilius, ou si c'est Béa qui fait cette supposition à cause de son âge et en hommage à l'auteur de l'Énéide. Elle ne se cache pas d'être amoureuse de Max, mais celui-ci n'y semble pas sensible. Il y a bien un moment où il s'excuse de lui avoir préféré une blonde, et elle se montre contente comme s'il lui avait fait une déclaration, mais de mon point de vue, elle s'emballe pour rien. Pour moi, une déclaration, c'est plutôt... Félix ne sert jamais à rien. On s'attend à ce qu'il accompagne Max au moins une fois sur le terrain, vu son design, il a tout d'un sidekick. Mais non, il sert uniquement dans les scènes de vie quotidienne qu'il y a parfois en début d'épisode, mais il ne prend jamais part à l'action. Ça aussi c'est original, et un peu frustrant aussi. D'autant que, aberration, il est un personnage jouable dans le jeu sur Mega Drive. Et enfin, il y a toutes les originalités de l'écriture de la série. Les dialoguistes de Mighty Max sont peut-être parmi les seuls auteurs de séries animées à prendre acte du fait que le capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers était un sale type. C'était un homme épouvantable, un homme têtu, quelqu'un qu'on ne pouvait jamais raisonner, finalement quelqu'un de barbare. Et ils sont très certainement parmi les seuls de cette époque à reconnaître les bienfaits des jeux vidéo. Et les réflexes qu'il est nécessaire de posséder pour jouer sont valables tant que ça ne devient pas une obsession. Une autre chose qui m'a marqué, c'est leur approche de la question des geeks. Certes, on peut déplorer le fait qu'ils ne prennent pas conscience du fait que Max lui-même a tout d'un geek. Et on peut aussi déplorer le fait que, comme souvent, il semble ignorer que la timidité est un facteur important dans les difficultés relationnelles. En tout cas, ils font comme si ça n'existe pas. Mais à mon avis, ils ont vu juste sur un point. Dans l'épisode avec le geek, si Max n'apprécie pas le geek, ce n'est pas parce qu'il est réservé ou parce qu'il ne va pas assez vers les autres,
C'est au contraire parce qu'il est saoulant. Alors, on sait pas pour vous, mais nous c'est exactement ça notre problème de geek. Au fond, la notion de geek c'est pas compliqué, on peut être geek de n'importe quoi. Geek ça renvoie à une façon particulière de s'intéresser aux choses. Et rétrospectivement, je me rends bien compte que les difficultés relationnelles que j'ai pu avoir ne tenaient pas tant à ma timidité qu'au fait que mon côté geek se voyait à des kilomètres, quels que soient mes efforts pour ne pas l'imposer aux autres. J'ai déjà vu des gens ouvrir des yeux ronds en assistant à une conversation de geek qui me paraissait tout à fait normale. Même nous qui n'aimons pas Star Trek, nous voyons tout à fait l'intérêt de traduire Shakespeare en Klingon. À notre avis, les problèmes relationnels des geeks ne sont pas liés à l'introversion en tant que telle, mais à un tempérament. Et même si Mighty Max se trompe dans les détails de ce tempérament, nous nous sommes parfaitement reconnus dans l'idée générale. Prendre le parti de montrer ça plutôt que de faire croire aux enfants que les autres se mettront miraculeusement à les aimer s'ils font davantage d'efforts pour aller vers eux, ce n'est pas très constructif. Ça l'est aussi peu que la saison 1 de Daria, qui légitime l'impression courante chez les jeunes intellos d'être les seules personnes raisonnables dans leur environnement proche. Mais ça a le mérite d'être plus fidèle à la réalité, et même si ce n'est clairement pas le but de l'épisode, ça évite peut-être à des gamins comme ceux que nous avons été de se sentir perpétuellement investis de la responsabilité d'être toujours celui qui va vers les autres et jamais celui vers qui on va. La morale de l'épisode, c'est qu'il ne faut pas être saoulant comme ça. C'est difficile de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et l'épisode ne précise pas non plus, alors que ça aurait été intelligent de le faire, que souvent quand quelqu'un est comme ça, c'est parce qu'on lui a dit qu'il fallait aller vers les autres. Mais au moins, pointer du doigt le vrai problème permet de ne pas perdre son temps à appliquer des solutions simples mais inefficaces à de faux problèmes. Vous l'aurez compris, la série joue la carte de l'originalité, aussi bien du point de vue du scénario que de celui des personnages, des thèmes abordés, du style des dialogues et de l'esthétique visuelle et sonore. Malheureusement, cette carte de l'originalité, elle la joue parfois au détriment de la cohérence et de la logique. Ou plutôt au détriment de précision qui rendrait le scénario logique. Par exemple, dans un épisode, on rencontre un homme des cavernes, Gore, et un Smilodon qui sont devenus immortels de la même façon que Vandal Savage dans la Ligue des Justiciers, en passant du temps à proximité d'une météorite. On précise qu'ils sont vraiment définitivement immortels. Plus tard, on voit des squelettes de mammouths qui ont également subi l'effet de la météorite, mais qui eux ne deviennent immortels qu'à proximité de la météorite. Les scénaristes n'ont apparemment pas vu en quoi ça pouvait paraître contradictoire. S'ils l'avaient vu, ils auraient pu nous pondre une explication simple du style « l'irradiation de Gore et du Smilodon est plus importante que celle des mammouths, et c'est pour ça que leur immortalité est plus parfaite que celle des mammouths ». Mais rien dans les dialogues ne vient confirmer ou infirmer cette idée simple. Autre exemple, ici Max nous impressionne en comprenant que le robot fonctionne grâce à un cristal de quartz, comme les montres à quartz. Or, quand il retire le cristal, le robot continue à fonctionner. Est-ce que c'est parce que l'énergie générée par le cristal est stockée dans le robot qu'il peut fonctionner un moment sur ses réserves? On ne sait pas. Dans ces moments-là, et dans d'autres du même genre, on décroche un peu. Quand on commence à prendre une série au sérieux, ces moments où le scénario ne tient pas la route sont très frustrants. Et la série est conçue pour être prise au sérieux. Mais bon, Mighty Max est loin d'avoir l'exclusivité de ce genre de choses. Dans Highlander, nous nous plaignions déjà de problèmes de cohérence inter-épisode et ça n'empêchait pas l'ensemble de nous faire bonne impression. Là, c'est le plus souvent des problèmes de cohérence intra-épisode, ce qui est sans doute plus évitable au moment de l'écriture, mais qui est la même chose du point de vue du produit fini. Et malgré ces quelques couacs, la série ne donne jamais l'impression de négliger ses scénarios au profit de sa mise en scène, comme c'était souvent le cas des dessins animés des années 80. On n'a pas de mal à prendre l'intrigue au sérieux parce qu'on sent qu'elle est quand même prise au sérieux par les scénaristes. La preuve, c'est la fin. Attends, on n'a pas fini de parler des autres trucs. La série est ambitieuse, tant pour ses scénarios que pour sa musique et son dessin. On a déjà évoqué son esthétique bande dessinée et les superbes dessins de monstres fascinants. Malgré cette ambition, peut-être à cause de cette trop grande ambition, va savoir, la série souffre, quoique peut-être moins fréquemment, du même genre de problème que Diabolique avec des objets et des personnages mal positionnés par rapport au décor, et des problèmes de raccord. Par exemple, ici, Norman a perdu son épée, mais dans certains plans, il l'a. Bon, évidemment, il s'en sert pas. Remarque, il y avait la même chose dans Code Lyoko. Ce n'est rien de bien grave. Simplement, comme le dessin attire le regard, comme celui de Diabolique, ce genre de choses devient sans doute plus flagrant, tout comme le fait que dans l'épisode qui se passe à Marseille, certaines affiches sont en français et d'autres en anglais. Bon, cette énumération fastidieuse des défauts de la série étant close, on va peut-être pouvoir parler de la fin. Pas encore, il y a encore une autre chose. Quoi? Bah tu sais. Ah oui. C'est assez anecdotique et sans rapport avec le contenu de la série, c'est pourquoi je l'avais quasiment oublié. Mais à la fin de chaque épisode, Max nous fait un mini-discours pseudo-éducatif sur un sujet technique abordé dans l'épisode, mais c'est... Un peu nul. Oui et non. Les petites séquences de fin d'épisode du prochain état sur les objets du XXe siècle avaient le mérite d'être amusantes. Celles de Mighty Max ne sont pas amusantes. Éducatives, elles ne le sont pas non plus. On donne une très vague information noyée dans un enrobage de blagues ou de gros n'importe quoi, et à mon avis c'est difficile de démêler l'information de l'enrobage et de retirer quoi que ce soit de déclaration aussi vague. Mais je pensais à peu près la même chose d'Il était une fois la vie, alors... Oui, enfin, il y a des fois où c'est complètement n'importe quoi. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé que vous flottiez dans les airs au-dessus de votre corps? Eh bien, vous l'avez peut-être fait, en vrai.
Certaines personnes pensent que nous avons un corps terrestre et un corps astral. À tel point qu'on se demande si c'est censé être une parodie de séquences éducatives de fin d'épisode comme il a pu y en avoir tant, ou si c'est simplement le résultat quand on force des auteurs récalcitrants à respecter l'obligation légale de délivrer un message d'utilité publique. Après tout, on a déjà eu l'occasion de dire que de telles lois ont bel et bien existé aux États-Unis. Mais ici, il y a une différence. Ces séquences présentées par Max à la fin des épisodes font partie de l'intrigue. Il se filme en train de déblatérer des âneries sans intérêt, et ensuite, il ne trouve rien de mieux à faire que diffuser les cassettes en question à ses copains à l'occasion de sa fête d'anniversaire. Quand on vous dit que c'est un vrai geek, C'est surtout un vrai youtubeur, d'avant YouTube, d'avant même la démocratisation d'internet. On dira ce qu'on veut du contenu de ses vidéos, mais c'est un visionnaire. Voilà. Bon, c'est bon, y a plus rien d'autre à dire? non c'est bon, tu peux y aller. Oui, voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est la fin. Oui? Et alors quoi? Elle est bien. Mais ça on l'a déjà dit. Et elle est originale aussi. Et c'est tout? Oui, on va pas la spoiler quand même. Bon, ça vaut la peine d'y consacrer du temps, sans trop en dire. C'est une fin qui prend le spectateur au dépourvu, même en sachant qu'elle risque de nous prendre au dépourvu. On nous avait prévenu que la fin était un peu particulière, et malgré ça, on est resté assis comme des cons à la fin du dernier épisode en réfléchissant à quoi penser de ce qu'on venait de voir. Nous étions sûrs dès le départ que c'était une bonne fin. Ce dont nous n'étions pas sûrs, c'est de si elle était aussi bien que les scénaristes semblaient l'imaginer. Et en fait, ouais. C'est pas à proprement parler une fin inédite. Nous avions déjà vu des fins du même genre et nous avons été amenés par la suite à en voir d'autres similaires. Pris individuellement, les éléments de la fin de Mighty Max sont pas courants, mais en tout cas suffisamment fréquents pour qu'on connaisse tous 2 ou 3 exemples. C'est juste que dans Mighty Max, ces éléments sont rassemblés alors qu'ils ne vont généralement pas ensemble. Et ça surprend. Cette fin a la qualité la plus importante qu'une fin peut avoir. Elle rend complètement justice à la série. Ceux qui savent en quoi elle consiste trouveront peut-être cette déclaration paradoxale, mais vous le savez bien, la plupart des fins impliquent de choisir ce qui, dans l'œuvre, aura été important, et donc, et c'est particulièrement vrai pour les séries, de décréter que certains détails étaient finalement inutiles, de laisser des pistes inexplorées, et tant d'autres petites choses qui font que les spectateurs sont souvent frustrés par des fins par ailleurs tout à fait satisfaisantes, et qui contribuent à alimenter une demande pour des suites même quand l'intrigue est finie. Quoi qu'on pense du procédé par lequel elle arrive à ce résultat, la fin de Mighty Max n'a pas ce défaut, et la connaître ne retire rien à l'expérience des épisodes individuels. Avec l'esthétique horreur-aventure très réussie, les personnages recherchés, les scénarios captivants et bien sûr les monstres en couleur inspirés par les jouets. En étant aussi bien, et sans doute même meilleur que les jouets permettaient de l'espérer, Mighty Max réussit à être une série vraiment originale qui mérite qu'on s'en souvienne. Mais ce sont tous des héros. Oh, ça m'étonnerait qu'ils écoutent un gamin. Je travaille sur un calcul estimatif pour ma prime de retraite. Je viens de voir la pub, ils font des chips pour commander en jouets, on peut les avoir. On peut avoir toute la collecte qu'on fait sur magasin de jouets. Salut Stan, moi aussi je suis bien content que tu sois là parce qu'on va encore plus rigoler qu'avant que tu nous rejoignes. Quoi qu'on s'est déjà bien amusé avant que tu nous rejoignes. Oh, désolé, c'est mon métabolisme. Ravi de vous connaître, moi c'est Jimmy. Je bosse comme coursier, mais en fait je suis photographe. 5000 ans de colère et de crainte. Et maintenant que je t'ai trouvé, tu n'es qu'un minus. Magnifique, Tintin, vous êtes un as. Voilà notre prise-glace préférée, Fridolf. Sois-en certain, je vais dès à présent le communiquer à Sandokan. C'est la faute d'Enigma. Je ne suis pas un poulet, je suis un volatile. Monsieur le conseiller municipal, et voici votre fils Tim, je suppose. Le casque et le marteau de Thor. Je croyais les avoir perdus pour toujours. Autour de Mortimer, maintenant. Bonsoir, mademoiselle Alice. Je suis venu vous aider à oublier votre grand chagrin. La nuit dernière, je me suis réveillé avec une... je sais plus comment ça s'appelle, une prémotion... Pressentiment? On t'a demandé l'heure à toi. Ah, d'accord. Les flèches, on ne m'en avait rien dit. Mais par contre, pour l'entrée... je savais bien qu'elle était là. En général, un placard peut contenir une douzaine de squelettes, mais le mien, il est très gros, il en contient 100. Baissez d'abord le prix et après on discutera. Je ne pense pas qu'il date du 8e siècle, voyez-vous? Sawyer, unité spéciale anti-crime. Papa, comme je suis contente. J'espère que Madame sera pleinement satisfait la déesse Kali. Il y a des jours où je suis drôlement content que ce soit lui qui porte la casquette. Je m'appelle Teka, ma mère et moi, on vient d'emménager dans l'immeuble et c'est mon premier jour à l'école.